Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le chapitre sur les lois continues. Jusqu'à maintenant, nous avons présenté les probabilités, nous avons présenté c'est quoi une variable aléatoire. On a présenté aussi ces quelques variables aléatoires discrètes. On va présenter de la même manière quelques variables aléatoires continues. En fait, certaines variables aléatoires continues, comme nous avons vu pour les variables aléatoires discrètes, sont souvent utilisées en pratique. En fait, leur distribution, c'est-à-dire leur fonction de densité, la fonction de répartition ainsi que leurs paramètres, donc la moyenne, la variance, sont déjà connus à paramètres près. Donc, si on connaît les paramètres de la distribution, on peut connaître tous les densités ou la fonction de répartition de ces lois-là. On distingue, entre autres, la loi uniforme, la loi exponentielle, la loi de gamma, la loi de Dewey-Boole, la loi normale ou gaussienne et la loi log normale que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vais consacrer cette vidéo aux 4 lois ici, uniforme, exponentielle, gamma et Dewey-Boole. Donc, on commence par la première loi, la loi uniforme, ou ce qu'on appelle même la loi rectangulaire. En fait, c'est quoi la loi uniforme? La loi uniforme, ça constitue le modèle le plus simple parmi les variables aléatoires de type continu. En fait, c'est une variable aléatoire dont la fonction de densité est une constante. Donc là, ici, si on voit la fonction de densité, c'est toujours une constante dans un intervalle alpha et bêta. En fait, X est dit de loi uniforme dans l'intervalle alpha-bêta, donc ou bien on dit X est dans l'intervalle alpha-bêta, ou on écrit X suit une loi uniforme de paramètres alpha et bêta. Bien sûr, alpha et bêta sont deux réels tels que alpha inférieur strictement à bêta. Donc la fonction de densité, c'est 1 sur bêta moins alpha, si x, bien sûr, est entre alpha et bêta. Bien sûr, si on peut faire l'intégrale entre alpha et bêta de 1 sur bêta moins alpha dx, on obtient c'est bêta moins alpha sur bêta moins alpha, puis c'est égal à 1. Donc c'est une fonction de densité. Donc sa fonction de répartition aussi, c'est connu, on peut l'utiliser directement. Donc par définition, je vous rappelle que fx de x, c'est égal à la probabilité que x inférieur ou égal à petit x. Donc, si on prend la variable aléatoire uniforme, de loi uniforme, donc qui est entre alpha et bêta, donc si x est inférieur à alpha, la probabilité que x soit inférieur ou égal à x, c'est égal à 0, parce que tous les x sont déjà, le support il est déjà supérieur à ce petit x-là. Donc, si petit x est entre alpha et inférieur à bêta, dans ce cas, la grande f de x, en fait, f de x, qui est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x. Donc, on sait que x est supérieur ou égal à alpha, donc c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à alpha, ça fait 0, plus l'intégrale de alpha, x, il n'est pas supérieur à bêta, donc partout c'est égal à 1, donc jusqu'à x, 1 sur bêta moins alpha dt. Là, on peut dire c'est égal à x moins alpha sur bêta moins alpha. Donc, si x est supérieur à bêta, bien sûr, là, on va couvrir tout le support de x. Et dans ce cas, grand f de x, c'est égal. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à alpha, ça vaut 0, plus de alpha jusqu'à bêta, parce qu'on sait que x est supérieur ou égal à bêta, donc jusqu'à bêta, ça vaut 1 sur bêta moins alpha dt, plus de bêta jusqu'à petit x, et quelle que soit la valeur de x, ça fait 0 dt, puis tout ça, c'est égal à 1. Donc, on obtient ainsi la fonction de répartition de la variable aléatoire uniforme, on peut l'obtenir. Donc, on n'a pas chaque fois à faire les intégrales. On peut l'utiliser directement en remplaçant les alpha et bêta par les valeurs communes. Donc, si x suit une variable aléatoire de loi uniforme dans l'intervalle alpha et bêta, alors la moyenne mu, mu c'est égal à l'intégrale de x fois f de x qui est 1 sur bêta moins alpha dx, bien sûr entre alpha et bêta. Puis là, ça fait x carré sur 2 fois bêta moins alpha évalué entre alpha et bêta. Puis ça, c'est égal à bêta au carré moins alpha au carré sur 2 facteurs de bêta moins alpha. Tout calcul fait, on peut voir bêta carré moins alpha carré, c'est égal à bêta moins alpha fois bêta plus alpha
sur 2 bêta moins alpha. Donc, on peut simplifier le bêta moins alpha, c'est égal bêta plus alpha sur 2. De la même manière, on peut calculer la variance. Donc, sigma carré, c'est l'intégrale de x au carré fois f de x qui est 1 sur bêta moins alpha entre alpha et bêta dx moins la moyenne au carré, donc bêta plus alpha au carré sur 2. Donc, pas sur 2, sur 4. Donc là, on peut faire le calcul de l'intégrale, on peut le simplifier pour obtenir c'est égal bêta moins alpha au carré sur 12. Donc, c'est qu'à faire l'intégrale et la simplification. Donc, en fait, tout ça, on n'a pas besoin de faire le calcul. En fait, si on a une variable aléatoire uniforme de paramètres alpha bêta, on connaît les valeurs des réels alpha et bêta, on peut utiliser tout de suite la fonction de densité, la fonction de répartition ou l'espérance et la variance. Donc, la fonction de densité de la loi uniforme, c'est pour ça qu'on l'appelle la loi rectangulaire, parce qu'elle est définie entre alpha et bêta. C'est 1 sur bêta moins alpha, ailleurs c'est 0. Sa fonction de répartition, c'est une fonction qui est croissante de alpha jusqu'à bêta, ça va de 0 jusqu'à 1. Donc, d'une façon très simple. Si on fait un petit exemple, soit x, une variable aléatoire de loi uniforme dans l'intervalle 0,5. Donc ici, on dit que x suit une loi uniforme, donc de paramètres 0,5. Donc quand je mets entre parenthèses, je donne les paramètres. Donc, si je cherche la probabilité que x soit entre 2 et 4,2, donc ici c'est égal à f de 4,2 moins f de 2, directement c'est égal à 4,2 moins alpha qui est 0 sur 5 moins 0, moins 2 moins 0 sur 5 moins 0, c'est égal à 2,2 sur 5, c'est égal à 0,44. Donc on utilise directement les formules. Donc, si on veut utiliser l'espérance de x, c'est égal alpha 0 plus bêta 5 sur 2. Donc, c'est égal à 2,5. Si on veut déterminer la variance de x, donc on applique 5 moins 0, ça fait 5 au carré sur 12. Donc, c'est égal à 25 sur 12. Donc, vous voyez, on utilise directement les formules. Ça nous simplifie toujours le travail. Donc, la deuxième loi qu'on va voir, c'est la loi exponentielle. La loi exponentielle, c'est l'un des modèles de loi continue. C'est un modèle très utilisé. Donc, ce modèle-là nous permet, en fait, de modéliser un certain nombre de phénomènes en pratique, en particulier les temps d'attente, les files d'attente. Donc, c'est utilisé dans beaucoup de problèmes en ingénierie en général. Et surtout, comme on a dit, tous les problèmes de files d'attente, ou de fiabilité aussi. Donc, c'est quoi la loi exponentielle? Donc, par définition, une variable aléatoire x est dite de loi exponentielle de paramètre lambda. Lambda, c'est un réel positif. Si sa fonction de densité est la suivante, donc f de x égale lambda fois exponentielle moins lambda x pour les x qui sont positifs. Et on écrit x suit une exponentielle lambda. Donc là, si on vérifie que c'est on peut vérifier donc de 0 jusqu'à l'infini lambda fois exponentielle moins lambda x dx. Ça, c'est égal, c'est égal moins, donc sur lambda, donc ça disparaît, moins exponentielle moins lambda x, c'est la primitive de ça. Donc entre 0 et l'infini. Donc la limite de exponentielle moins lambda x lorsque x tend vers l'infini, c'est égal à 0. Puis moins exponentielle moins 0, donc c'est égal à 1. Donc c'est bel et bien une fonction de densité. Donc sa fonction de répartition, on peut aussi l'obtenir après, mais l'espérance, donc on a le théorème pour l'espérance et la variance. En fait, si x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, l'espérance de x, c'est égal à 1 sur lambda. On peut le faire. Donc, si on veut mu qui est l'espérance de x, c'est égal. Donc, c'est l'intégrale de x fois f de x fois lambda exponentielle moins lambda x dx entre 0 et l'infini. Donc, ici, on peut faire une petite intégration par partie. Donc, on pose, par exemple, ici, u égale à x, puis v' c'est égal lambda fois exponentielle moins lambda x. Donc, on obtient aussi ainsi u' c'est égal à 1
et V c'est égal moins exponentielle moins lambda x. Donc si on utilise l'intégration par partie, donc on a UV, donc ça fait moins x fois exponentielle moins lambda x évalué entre 0 et l'infini, moins, donc je peux utiliser ce moins-là, donc bien, je vais le faire comme ça, 0 à l'infini, donc moins exponentielle moins lambda x dx. Donc si j'évalue ça, donc en l'infini ça vaut 0, en 0 ça fait 0, donc ça fait 0 moins 0, ici on a moins, donc ça pourrait être plus. La primitive de ça, c'est égal moins exponentielle moins lambda x sur lambda, évalué entre 0 et l'infini. Donc à l'infini, ça tend vers 0, donc ça fait 0 moins exponentielle moins 0 sur lambda. Donc, puis ça fait 1 sur lambda. Donc, de la même manière, on peut aussi calculer la variance sigma carré qu'on trouve égale 1 sur lambda carré. On n'a pas besoin de calculer ces paramètres-là. Donc, si dans le contexte d'exercice, si on est dans un contexte de loi exponentielle, on utilise directement les formules si on a besoin de l'exponentielle x ou de la variance de x. Donc, je vous le fais juste à titre indicatif, là, c'est juste pour que vous voyez d'où ça vient. Donc, si on veut déterminer la fonction de répartition f de x, par définition, c'est la probabilité que x inférieur ou égal à x, puis là, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de f de t dt. Donc, bien sûr, si x est négatif, donc la densité est nulle, donc partout. Donc, si x est inférieur à 0, alors grand f de x c'est égal à 0, puisque x est toujours positif. Donc là, si x est supérieur ou égal à 0 maintenant, donc là, dans ce cas, grand f de x c'est égal, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, ça vaut 0, puis de 0 jusqu'à x de lambda fois exponentielle moins lambda x moins lambda t dt. On utilise la variable muette t. Donc, c'est quoi la primitive de ça? Ça fait moins exponentielle moins lambda t évalué entre 0 et x. Puis là, ça fait moins exponentielle moins lambda x moins 1. Donc, ce qui fait 1 moins exponentielle moins lambda x. Donc, ce qui est bel et bien une fonction qui est toujours croissante. Donc, puis ça, c'est pour tous les x positifs. On peut l'utiliser directement. Donc, cette fonction-là, on n'a pas besoin de la prouver chaque fois. Donc, on fait un petit exemple. La durée de vie d'un certain type de composant peut être approchée par une distribution exponentielle de moyenne 2 ans. Donc là, ici, on a une nouvelle variable. On définit notre variable, donc disons x, c'est la durée de vie d'un composant, la durée de vie d'un composant. Donc, on a ici la durée de vie d'un composant. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Et on sait aussi que l'espérance de x, c'est égal à 2, qui est égal à 1 sur lambda. Donc, à partir de ça, on peut dire que lambda égale à 1,5. Donc, petit 1, ici, on peut calculer la probabilité. Donc, on veut une probabilité qu'un composant de ce type fonctionne plus d'un an. Donc, quelle est la probabilité que x soit supérieur à 1? Puis là, c'est égal à 1 moins fx de 1. Puis là, c'est égal à 1 moins fx de 1, ça fait 1 moins. Donc, fx de 1, ça fait 1 moins exponentielle moins lambda fois 1. Donc, c'est égal exponentielle moins 1,5. Donc, et on trouve ici la probabilité que le composant fonctionne pendant plus d'un an. Donc, la deuxième question, donc ici, déterminer la durée de fonctionnement qui est dépassée par 75% du type considéré. Donc ici, on cherche une durée, donc on cherche une valeur particulière de petit x, donc on cherche une valeur petit x telle que la probabilité que x donc, est dépassé par, donc ils sont supérieurs, donc plus que ce petit x, c'est égal à 0,75. Donc là, on a la probabilité, on veut chercher la valeur, donc ce qu'on appelle le centile, le 75e centile.
Ici, là, le 25e centile ici parce qu'il faut faire inférieur ou égal. Donc, à partir de ça, on sait que la probabilité que x soit inférieur ou égal à petit x, c'est égal à 0,25. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est le 25e centile, ce petit x-là. Donc, ici, on sait que cette probabilité, c'est égal à 1 moins exponentielle moins lambda fois x, c'est égal à 0,25. Donc là, on a juste une équation à résoudre. Donc, ça fait exponentielle moins x sur 2, c'est égal à 0,75. Puis là, moins x sur 2 égale log de 0,75. Puis x, c'est égal à moins 2 fois log de 0,75. Donc là, c'est une valeur de vie, c'est une valeur positive parce que ln de 0,75 est toujours négatif et on trouve la solution, c'est moins 2 fois ln de 0,75. Donc, vous voyez, on peut ou bien calculer directement une probabilité, ça s'appelle un calcul inverse d'une probabilité. En fait, quelque chose de très particulier lorsqu'on parle de la loi exponentielle, c'est son lien étroit avec la loi ou avec le processus de Poisson. En fait, lorsqu'on parle d'un processus de Poisson, c'est très important de dire, c'est un processus, on dit que c'est dans le temps ou dans l'espace, un espace qui est continu. Et là, c'est qu'on a des réalisations qui peuvent y arriver n'importe où. Donc là, on a dit que je peux y avoir un grand nombre de réalisation. Donc ici, lorsque je parle, je vais utiliser une unité. Donc quand je dis lambda, lambda c'est ce qu'on a dit, c'est la fréquence ou l'intensité du processus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le nombre moyen, c'est ça ce qu'on a défini lorsqu'on a défini la loi de Poisson, c'est que lambda, ça représente le nombre moyen de réalisation par unité de temps. Donc, c'est ce qui est dit. Donc, le temps d'attente entre deux réalisations, ou le temps d'attente de la première réalisation, ça suit une loi exponentielle. En fait, si le nombre de réalisations suit une loi de Poisson, le temps d'attente entre deux réalisations ou le temps d'attente pour la première réalisation, c'est une loi exponentielle de paramètre lambda et c'est toujours le même lambda qui est l'intensité du processus pour les deux. En fait, c'est très simple. Si je vous dis ici, j'ai en moyenne 5 réalisations en 1 minute, si j'ai 5 réalisations en 1 minute, j'attends combien entre 2 réalisations en moyenne? J'attends 1/5 de minute. Donc, vous voyez, c'est toujours l'exponentielle de paramètre le même lambda, 5, la Poisson de paramètre 5. En moyenne, pour la Poisson, c'est 5, puisque ça arrive 5. La moyenne pour l'exponentielle, c'est 1 sur 5, parce que c'est ça le temps qui sépare 2 en 1 minute. Donc, ici, précisément, ce qu'on dit, donc, le temps d'attente entre des réalisations consécutive sur une loi exponentielle de paramètre lambda. Précisément, si y est le nombre de réalisations de l'événement considéré dans l'intervalle de temps 0t. Donc là, si j'ai l'intervalle de temps 0t, donc 0 à t, puis là, je dis y, c'est le nombre de réalisations de l'événement. Bien sûr, t, c'est un réel positif, et soit t, le temps d'attente pour la première réalisation de l'événement. En fait, la variable aléatoire y suit une loi de Poisson de paramètre lambda fois t, parce que c'est ça ce qu'on dit pour les processus de Poisson. Et on a vraiment l'équivalence suivante, c'est que la probabilité, ou en fait le fait que j'attende plus que t unité de temps pour ma première réalisation, ça veut dire dans l'intervalle 0t, j'ai 0 réalisation. Donc, cette équivalence se traduit, là, ce qu'on voit, se traduit comme suit. Donc, le temps d'attente est de plus t unités de temps si et seulement si il n'y a aucune réalisation dans l'intervalle de temps 0t. S'il y a une réalisation dans l'intervalle 0t, ça veut dire le temps d'attente est moins de t. On en déduit donc la probabilité que t supérieur à t. Donc là, si je prends t, ça suit ici une loi exponentielle de paramètre lambda.
Puis si je prends y, ça suit une loi de Poisson de paramètre lambda fois t. Donc, vous voyez, c'est le même lambda. Donc, la probabilité que t soit supérieur à t, ben, c'est 1 moins ft de t, qui est égal à 1 moins 1, j'ai enlevé, c'est exponentielle moins lambda t. Puis la probabilité que y soit égal à 0, ben, c'est égal à exponentielle moins c, lambda t, fois lambda t à la 0 sur 0 factoriel, c'est égal à exponentielle moins lambda t. Puis vous voyez là, si les deux probabilités sont égales, c'est-à-dire que t est distribué selon une loi exponentielle de paramètre lambda. On fait un petit exemple. À un certain poste de péage, il arrive en moyenne 5 automobiles en 1 minute. Donc là, j'ai 5 automobiles par 1 minute. Donc si je définis mon processus xt, c'est le nombre d'automobiles qui arrivent en 1 minute, ou en t minutes ici, j'ai défini directement le processus. Donc avec le processus, c'est plus simple. Donc ici en t minutes. Donc on sait que xt suit une loi de Poisson de paramètre lambda t. Donc, puis on peut dire ici t, c'est le temps d'attente entre deux arrivées. Donc là, vous voyez très bien que on peut utiliser l'une ou l'autre. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Une automobile arrive au poste à midi. Quelle est la probabilité que la prochaine arrivée ait lieu après midi 2? Donc ici, on peut dire aussi que t suit une exponentielle de paramètre lambda égale à 5 toujours. Puis ici, ben, je peux dire toujours mon lambda égale à 5, donc ou lambda égale à 5 parce qu'on sait qu'il arrive 5e. Donc là, si je dis c'est quoi la probabilité que ça arrive après midi 2, donc ou bien que je dis c'est la probabilité que x2 soit égal à 0, puis là c'est égal, ben, x2 ici ça suit, donc x2 ça suit une loi de Poisson de paramètre 10. Donc, on peut voir que ça, c'est égal exponentielle moins 10, ben, fois 10 à la 0 sur 0 factoriel. Donc, vous voyez, c'est presque nul. Ça arrive en moyenne 5 automobiles. Donc, en 2 minutes, il arrive personne. C'est presque nul. Ou bien, j'utilise t, puis la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 2 minutes. Puis là, c'est égal, ben, exponentielle moins 5 fois 2, c'est égal exponentielle moins 10. Donc, vous voyez, c'est la même manière. Je peux obtenir le même résultat directement avec l'une ou l'autre. Donc, c'est pas toujours on peut utiliser l'une ou l'autre, mais des fois on peut utiliser les deux, des fois on peut utiliser une seule des deux. Quelque chose qui est très intéressant, c'est que la loi exponentielle a la propriété de non-vieillissement ou ce qu'on appelle l'absence de mémoire, comme on a vu pour la loi géométrique. Donc, en fait, si x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, alors pour tout s était des deux réels positifs, la probabilité que x soit supérieur à t plus s, donc si on veut calculer la probabilité que x soit supérieur à t plus s, sachant que x soit supérieur à t, on peut dire c'est la probabilité d'un événement A sachant B, ben c'est la probabilité de l'intersection, t plus s, intersection la x supérieure à t, sur la probabilité que x soit supérieur à t. C'est quoi l'intersection de ces deux intervalles? Ben, si on filme un petit graphique, on va le voir. Supérieur à t plus s sur la probabilité que x soit supérieur à t. Puis ça, on peut le calculer. C'est égal, ben, ici, exponentielle moins lambda fois t plus s sur exponentielle moins lambda fois t. Puis là, c'est égal exponentielle moins lambda fois s, ce qui est la probabilité que x soit supérieur à S. Donc, vous voyez, c'est toujours la même propriété que la loi géométrique, c'est la propriété de non-vieillissement ou l'absence de mémoire pour la loi exponentielle.
Un petit aperçu de la fiabilité, on a vu ça un petit peu au début, au premier chapitre lorsqu'on a introduit les probabilités, mais il y a un cas particulier lorsque le temps de fonctionnement des appareils suit une loi exponentielle. En fait, en général, soit t une variable aléatoire désignant la durée de vie ou la durée de fonctionnement sans panne d'un composant, ou une pièce d'équipement ou autre. Soit ft de t, c'est la probabilité que t est inférieur ou égal à t, c'est la fonction de répartition comme on l'a définie dès le début. Si on définit la fiabilité d'un composant au temps a par R de 1, c'est la probabilité que t soit supérieur à a. Ça veut dire, c'est quoi la probabilité que la durée de vie soit supérieure à a? Puis ça, c'est 1 moins la fonction de répartition au point a. En fait, R de a désigne la probabilité que le composant fonctionne au temps A. On l'utilise pour calculer la fiabilité de système d'un composant ou de système formé de plusieurs composants. On note en particulier, si t est distribué selon une loi exponentielle de paramètres lambda, alors R de A c'est égal 1 moins ft de A, c'est égal exponentielle moins A lambda. Donc ça, c'est un résultat qui vient directement de la fonction de répartition que nous avons vue. Donc, si on fait un petit exemple, si on considère un système qui est formé de deux composants placés en parallèle, donc là, j'ai mon point A, j'ai deux composants, donc le composant 1 puis le composant 2 qui sont en parallèle, donc jusqu'au point 2. Donc, je sais que ici, ils sont indépendants, donc C1 et C2 sont indépendants. Si la durée de fonctionnement de chacun des composants est distribuée selon une loi exponentielle. Donc, si je dis ici la variable, donc là, on va parler de la variable TI, c'est le temps de fonctionnement ou la durée de fonctionnement du composant I, Bien sûr, I, c'est égal 1 ou 2. Donc, I, c'est égal 1 ou 2. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la durée de fonctionnement, c'est une loi exponentielle. Donc là, on sait que TI suit une loi exponentielle, bien sûr, de paramètres lambda, où l'espérance de TI, c'est égal à 3 ans. Donc, lambda, c'est égal à 1 tiers. Donc, puisque c'est égal à 1 sur lambda, l'espérance de t. Calculer la fiabilité de ces systèmes pour une année. Donc là, si on calcule c'est quoi la probabilité d'un système pour une année, ben c'est quoi la probabilité que TI soit supérieur à 1? Ben, c'est égal exponentielle moins 1 tiers. Donc là, ça, c'est la probabilité qu'un TI soit supérieur à 1. On a vu au chapitre 1, au premier chapitre, donc, que la probabilité de fonctionnement dans un contexte comme ça, c'est égal à la probabilité que le composant 1 fonctionne ou le composant 2 fonctionne. Puis on a dit que ça, c'est égal à moins la probabilité de C1 bar fois la probabilité de C2 bar. Or, la probabilité de C1 bar, c'est égal exponentielle moins 1 tiers. Donc là, c'est égal 1 moins exponentielle moins 1 tiers fois exponentielle moins 1 tiers. Donc, ça fait exponentielle moins 1 tiers au carré. Donc, vous voyez, on peut le déterminer directement. Donc, c'est ça la différence qu'on a entre la variable aléatoire. C'est lorsqu'on a vu au premier chapitre, là, avec des composants directement, c'était des événements. Donc, on donne la probabilité de l'événement. Ici, on ne donne pas la probabilité, on donne que c'est une fonction variable aléatoire. Puis, on peut la calculer pour n'importe quelle durée donnée. Donc, on veut parler aussi des lois. Les lois gamma, c'est une loi très, très utilisée. Là. C'est la seule chose, c'est que elle est définie à partir de la fonction gamma, ce qui la rend un petit peu, pas difficile, mais c'est pas une fonction qui est déterminée, qui est analytiquement donnée. Donc, la loi gamma est définie à partir de la fonction gamma.
qui est définie par. Donc déjà, la fonction gamma, gamma de alpha, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de x exposant alpha moins 1 fois exponentielle moins x dx pour tout réel alpha positif. Donc, quelque chose qui est très important, c'est pas une fonction qu'on peut trouver facilement. En fait, on peut le trouver dans le contexte où n est entier. Donc, si alpha est une valeur entière, ben là, on peut faire des intégrales en fait par partie, une à la suite de l'autre, puis on peut trouver que gamma n c'est égal en fait n-1 factoriel. Donc ça, on peut le trouver juste pour le cas où alpha est un nombre entier. Si alpha n'est pas entier, ben on n'a pas une forme analytique de ça, on peut le calculer juste numériquement. En fait, la variable aléatoire x est dite de loi gamma de paramètres r et lambda. Donc la loi gamma, elle a deux paramètres, r et lambda. Sa fonction de densité est la suivante. Donc ça fait lambda sur gamma de r fois lambda fois x à la r-1 fois exponentielle moins lambda x. Donc, déjà, le gamma de r, on ne peut pas le calculer analytiquement, donc c'est pas quelque chose qu'on va intégrer, c'est pas quelque chose qu'on va faire. La probabilité, on va la calculer avec des intégrales qu'on va. Donc, on utilise des ordinateurs et on peut calculer ça en général. Donc, bien sûr, lambda et r sont des réels positifs et on écrit x swing gamma r lambda. Donc, quelles caractéristiques? Donc, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est lesquelles caractéristiques de la loi gamma. C'est pas en fait pour juste du calcul. En fait, l'espérance d'une loi gamma, c'est égal à R sur lambda. La variance, c'est égal à R sur lambda au carré. Donc là, ça, c'est des propriétés qu'on peut les utiliser directement. En fait, c'est R égale à 1, alors x suit une exponentielle lambda. Donc, si dans le cas particulier où R égale à 1, ben là, on obtient une variable aléatoire exponentielle. En fait, si j'ai R, ben R c'est un nombre entier, c'est de xi, c'est une suite de R variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, donc ce qu'on appelle IID, donc pour indépendante, identiquement et distribuée, donc selon une loi exponentielle, c'est-à-dire chacune des xi suit une exponentielle lambda, et ça pour tout i égale 1, 2 jusqu'à 1. Alors, y qui est égal à x1 plus x2 plus xr, ça suit une loi gamma R lambda. C'est un cas très particulier où cette loi, ça s'appelle la loi d'Erlang. Puis dans ce cas-ci, on peut aussi calculer la fonction de répartition d'une façon un petit peu plus simple, en fait, en utilisant la loi de Poisson. En fait, si R appartenant à n, dans ce contexte-là, alors fx de x, c'est égal à 1 moins fy de petit n moins 1, ou y égale, fy de petit r moins 1, excusez-moi, là, c'est une petite coquille, ou y, c'est une loi de Poisson de paramètre lambda x. Donc, en fait, si r est un nombre entier, donc dans ce cas, fx de x est égal à 1 moins fy de petit r moins 1, où y suit une loi exponentielle de paramètre lambda x. Donc, c'est un cas où on peut utiliser la loi de Poisson pour calculer ça. Donc, pour faire un petit exemple, la durée de vie d'un certain type de composant peut être approchée par une distribution exponentielle de moyenne 2 ans. Ce composant est indispensable pour le fonctionnement d'une machine. Donc là, si on veut que la machine fonctionne, il faut qu'on ait cette pièce-là, ce composant-là qui est fonctionnel. On dispose de 3 composants de ce type. Au début, le premier composant est mis en marche, donc là, on va mettre le premier en marche. Les deux autres, on les met en attente ou on les met en stock. Dès que le premier composant tombe en panne, on active le deuxième, puis lorsque le deuxième tombe en panne, on active le troisième. Quelle est la probabilité que la machine fonctionne après 7 ans? Donc là, ici, si je vois, j'ai xi, ça suit une exponentielle de paramètre lambda, avec quoi xi, c'est la durée de fonctionnement du composant i, la durée de fonctionnement
du composant numéro I. Donc, bien sûr, I égale 1, 2 et 3. On sait que l'espérance de xi, c'est égal à 2. Donc, lambda, c'est égal à 1 demi, puisque l'espérance de x égale 1 sur lambda. Donc là, ici, on a y, c'est la durée de fonctionnement, de la machine. Donc là, on ne veut pas le fonctionnement du composant, on veut le fonctionnement de la machine. Donc ici, y, c'est quoi? C'est égal à x1 plus x2 plus x3. Donc là, dans ce cas-ci, ça soit une loi gamma de paramètre R égale à 3 et lambda égale à 1 demi. Donc là, si qu'est-ce qu'on veut déterminer? Quelle est la probabilité que le système fonctionne après 7 ans? Donc, c'est la probabilité que y soit supérieur à 7. Puis ça, c'est égal à 1 moins fy de 7. Puis là, on peut utiliser n, ça suit la loi de Poisson de paramètre lambda fois x, qui est 7. Donc, c'est 3,5. Donc, à partir de ça, on peut dire que f y de 7, c'est égal à 1 moins fn, donc là on parle de la Poisson, de combien de composants on a? 3 moins 1. Donc là, si on veut déterminer à partir de ça, c'est quoi la probabilité que y soit supérieur à 7? C'est égal à fn de 2. Puis là, c'est égal, Pn de 0 plus Pn de 1 plus Pn de 2, ou bien on peut utiliser directement Excel ou n'importe quel autre logiciel, mais on peut le calculer directement, ça fait exponentielle moins 3,5, facteur de 1 plus 3,5 plus 3,5 au carré sur 2. Donc, on peut trouver directement le résultat en utilisant ça. Donc, je ne vais pas faire le calcul, mais ça peut se faire facilement. Donc, vous voyez, c'est comme on peut faire le calcul dans ce cas particulier où R, c'est un nombre entier, on peut le faire directement. Donc, si on veut le calculer celui-là, je vais le faire 1 plus 3,5 plus 3,5 au carré sur 2. On va le trouver 10,625 fois exponentielle. Donc, j'utilise ma calculatrice pour ça. Exponentielle de moins 3,5. Donc, on le trouve, c'est égal à 0,32. Donc, si on utilise une calculatrice, on le trouve directement 0,32. Donc, la prochaine loi, c'est la loi de Weibull. Donc, la loi de Weibull, c'est un modèle de loi continue qui permet de modéliser un certain nombre de phénomènes en pratique. En fait, aussi, c'est en particulier le dogme de fonctionnement avant défaillance et de la fiabilité des systèmes. Donc, dans le domaine de fiabilité, la loi de Weibull, c'est une loi très, très utilisée. Donc, c'est une loi, c'est lorsque x, c'est une variable aléatoire continue, en fait, on dit qu'elle est une loi de Weibull. Elle a 3 paramètres. C'est gamma, bêta et delta. Et en fait, sa fonction de densité est la suivante. Donc, petit f de x, c'est égal à bêta sur delta fois x moins gamma sur delta, le tout exposant bêta moins 1 fois exponentielle x moins gamma sur delta exposant bêta si x est supérieur ou égal à gamma. La façon la plus, on l'utilise le plus souvent lorsque gamma égale à 0, donc ça simplifie un petit peu. Si vous voyez aussi, si bêta égale à 1 et gamma égale à 0, ça devient une loi exponentielle aussi. Donc, comme je dis, lorsque gamma est gamma c'est positif, c'est un paramètre de dispersion. C'est pas de dispersion, c'est de dispersion, excusez-moi. Et bêta, c'est un réel positif, c'est un paramètre de forme. Donc, on a un paramètre de dispersion, comme
de la variabilité et un autre paramètre de forme, et on l'écrit x renewable gamma beta delta. Donc, théorème. Soit x une variable aléatoire de loi de Weibull, x renewable gamma beta delta. Donc, son espérance, mu, l'espérance de x, c'est égal à gamma plus delta fois gamma de 1 plus 1 sur bêta. Donc, ça dépend de la fonction de gamma. Donc, sa moyenne et sa variance dépendent toutes les deux de la fonction de gamma qui, quand même, c'est pas analytique, donc c'est juste en utilisant un ordinateur, donc c'est pas des choses qu'on calcule à la main. Mais par contre, si x suit une loi de Weibull de paramètres gamma, bêta, delta, sa fonction de répartition, on l'a d'une façon analytique, c'est égal à 1 moins exponentielle moins x moins gamma sur delta à la bêta pour les x qui sont supérieurs ou égales à gamma. Donc, vous voyez, la loi de gamma, on ne peut pas calculer facilement les probabilités, mais on peut trouver directement la moyenne et la variance. Par contre, la loi de Weibull, on peut trouver facilement la fonction de répartition, on peut calculer directement des probabilités, mais par contre, sa moyenne et sa variance sont des fonctions gamma qu'on peut les trouver à l'aide d'ordinateurs en général. On finit avec un petit exemple. Un certain sous-ensemble électrique a une durée de fonctionnement, en fait, avant défaillance, en or, qui obéit à une loi de Weibull de paramètres gamma égale à 0, bêta égale à 1,5 et delta égale à 100. Donc là, si je dis x, c'est la durée de fonctionnement, du sous-ensemble. Donc x suit une loi de Weibull de paramètres gamma égale à 0, bêta égale à 1,5 et delta égale à 100. Calculer la probabilité qu'un sous-ensemble de ce type fonctionne pendant plus de 400 heures. Donc là, la probabilité que x soit supérieur à 400, mais là, on peut dire c'est 1 moins fx de 400. C'est égal à 1 moins, on a 1 moins exponentielle. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Moins x, ça fait 400, moins gamma qui est égal à 0, sur delta qui est égal à 100. Donc là, on obtient 1 moins 1, ça disparaît, donc ça fait exponentielle de moins 4. Donc ça fait exponentielle de moins 4. Et on peut trouver cette probabilité que la durée de vie est supérieure à 400. Déterminer la moyenne et la variance de la durée de fonctionnement avant défaillance d'un sous-ensemble du système considéré. Donc là, dans un contexte comme ça, ce qu'on doit faire, c'est, on va calculer l'espérance et la variance de x. Donc l'espérance de x, on peut utiliser ici la formule. Donc ça fait gamma qui est égal à 0, plus delta qui est égal à 100, fois la fonction gamma de 1 plus 1 sur bêta. Donc bêta égale à 1,5, donc ça fait 2. Donc, ici, c'est égal 100 fois gamma de 3. Puis là, si on revient à la fonction donc, de gamma, on voit que lorsque c'est entier, on peut le trouver, c'est égal n-1 factoriel. Donc, ça fait 2 factoriel. Donc là, ça fait 100 fois 2 factoriel, c'est égal, donc ici, 100 fois 2 factoriel, c'est égal à 200. Donc, vous voyez, on peut trouver directement la moyenne. Donc, si on veut chercher la variance de x, donc la variance de x, c'est égal. Donc, ça fait delta au carré, donc ça fait 100 au carré, facteur 2, donc gamma 2, donc c'est la fonction gamma de 1 plus 2 sur bêta, qui est 1,5, moins gamma, la fonction gamma encore, de 1 plus 1 sur 1,5. Puis là, on peut le trouver. Donc, on peut trouver directement
ce gamma-là qui est au carré. Excusez-moi, là, j'ai oublié le carré. Donc, ça fait 100 au carré. Donc ici, en facteur de gamma de 1 plus 2 fois 2, donc gamma de 5, moins ici, on a gamma de 1 plus 2, ça fait gamma de 3 au carré. Donc là, on a 100 au carré. Gamma de 5, ça fait 5 factoriel, 4 factoriel. Puis gamma de 3, ça fait 2 factoriel, c'est 2 au carré. Donc là, si on le fait, ça fait 100 au carré. Facteur de 4 factoriel, ça fait 4 fois 3 fois 2, ça fait 24, moins 4. Donc, ça, tout calcul fait, ça fait 100 au carré fois 20. Donc, on trouve la variance, c'est égal. Donc, 20 fois 10 000, ça fait 200 000. Donc, vous voyez, on peut le calculer dans certains contextes. Donc, bien sûr, lorsque 1 sur bêta donne un entier aussi, on peut ici calculer l'espérance et la variance comme vous voyez ici. Donc, pour finir avec les lois continues, nous allons faire les lois normales et log normales que nous allons voir dans un prochain enregistrement. Merci beaucoup.